Bonjour. La salle est remplie. Il y a 727 000 personnes, un peu plus que le stade ne peut en accueillir. Merci à toutes et tous de vous être déplacés. Et merci, vous, à distance. J'espère que vous allez vous régaler avec le plateau repas qu'on vous a fait livrer. Nous, ça sera après. On va patienter un peu. Je vais déjà commencer par présenter. Ah, vous avez vu ces quelques chiffres là? Vous devez voir la présentation à distance. Vous devez voir un Gus qui bouge sur scène. Le Gus, vous vous en foutez. Concentrez-vous sur la présentation. Je vais en rajouter un là que j'ai vu sur LinkedIn la semaine dernière. 385 000 attaques en 2022 en France. 385 000 attaques pour 2 milliards de revenus aux pirates de l'informatique, les vilains cybercriminels. C'est phénoménal. J'avais déjà entendu il y a plusieurs mois maintenant que le marché de la cybercriminalité dans le monde est passé devant la drogue. Quand j'ai lu ça, ça m'a subjugué, quoi. Parce qu'on imagine tellement que tout ce qui est dans la drogue, ils mettent tout, hein, drogue dure, drogue douce, etc. Vous vous rendez compte? La cybercriminalité, avant, enfin moi quand j'étais plus jeune, c'était un môme qui était dans sa salle universitaire avec les lunettes grasses, les cheveux gras tout autant que les lunettes, le coca qui avait plus de bulles, la pizza froide, et le môme il s'amusait à semer la zizanie un petit peu dans des entreprises à droite à gauche, histoire de montrer qu'il était un peu affûté en développement. Aujourd'hui, c'est terminé, ça. C'est des plateaux de mafia qui sont installés principalement dans les pays de l'Est. Vous l'avez entendu, hein, et vous l'avez constaté à travers la presse, considérablement accru depuis le conflit Russie-Ukraine. Et dans les plateaux d'Asie, en Chine, il y a énormément de plateaux, et c'est vraiment des mafias. Ce qui fait la particularité de ça, c'est que avant, je fais souvent le même parallèle, désolé pour ceux qui m'ont déjà vu, mais je passe pas encore sur TF1 ou sur toutes les grandes chaînes, donc logiquement, ça limitera. Je faisais le parallèle avec les faux billets. Historiquement, les faux billets qui étaient ciblés, c'était les billets de 500 euros ou les billets de 200 euros. Aujourd'hui, on trouve des faux billets de 10 euros, de 20 euros. C'est la même chose pour la cybercriminalité, c'est-à-dire qu'avant, les sociétés qui étaient ciblées par la cybercriminalité, c'était les grosses instituts, les grosses boîtes, les Coca-Cola, les Renault, Aventis ou des choses comme ça, puisque c'est là qu'il y avait du pognon potentiellement à se faire. Et quand vous regardez le chiffre en bas à droite, il y a presque la moitié des cyberattaquants qui attaquent les petites entreprises. On l'a vu la semaine dernière, là. Alors, je ne sais pas si on peut, considérer que Rennes, c'est la Bretagne, je ne pense pas. On va dire région ouest, pour ne vexer personne. Vous avez vu le CHU de Rennes, encore la semaine dernière? On se faisait la remarque avec Morgane, justement, à chaque fois qu'elle nous fait ces jolis articles sur LinkedIn. Le monde hospitalier est extrêmement ciblé par les cyberattaquants. On a le sentiment qu'ils sont extrêmement ciblés, mais non, en fait. C'est qu'il y a eu tellement de retard sur les systèmes d'information parce que les responsables de CCH et CHU ont été obligés de prioriser les investissements sur le recrutement de personnel, sur l'investissement de machines lourdes et spécialisées, etc., que du coup, on a considéré que l'IT était moins prioritaire et du coup, il y a eu moins d'investissements qui ont été faits sur l'IT. Ce n'est pas qu'ils sont plus ciblés. Et on a eu l'exemple sur le CHU de Corbeil-Essonnes, il y a maintenant quelques mois. Vous vous rappelez, celui-là, hein, c'est un des premiers qui a fait vraiment beaucoup de bruit. Les cyberattaquants ont demandé 80 millions d'euros de rançon. Si c'était une organisation qui connaissait qui était un minimum compétente dans son domaine et qui connaissait les règlements français, ils auraient su que demander 80 millions d'euros à un organisme public, c'est mort. Donc ça prouve aussi, le premier constat, ça prouve que ces organisations, ce n'est pas forcément des organisations extrêmement affûtées, renseignées, etc. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, ça tire à tout va. Ce qui est assez remarqué aussi, c'est qu'en fait, il y a l'attaque qui consiste à bloquer les données pour la cible, quoi, la personne malheureusement qui subit ça, et on verra qu'il y a différentes formes d'attaque. Donc ça, c'est le premier effet. Je mets un verrou sur ton scooter. Si tu veux repartir avec un scooter, la clé, elle est là. Donne-moi tant de milliers d'euros pour que je te file la clé.
Mais il y a le deuxième effet, et c'est ce qui se passe au CHU de Rennes, c'est ce qu'on appelle le dark web. C'est-à-dire, c'est de collecter des informations qui sont souvent des informations à caractère personnel ou à caractère en tout cas confidentiel. Il y a eu beaucoup de... Avant que ça touche un peu toutes les institutions, il y avait une forte attaque pour l'espionnage industriel. Michelin était considérablement attaqué quand ils ont publié, par exemple, vous l'avez vu ce pneu qui a plus d'air dedans, là? Je ne sais pas si vous avez vu ça. Michelin est en train de développer un pneu qui n'aura plus d'air. C'est juste, on a un contour, c'est du caoutchouc, et puis au milieu, c'est des alvéoles, en fait, qui feront l'amortissement. Ça, c'est une avancée phénoménale, donc increvable, pneu increvable. C'est une avancée phénoménale dans le monde du pneumatique. On a tous au moins une voiture, sans parler de nos enfants, de tout ça. Imaginez le volume qu'il y a à se faire pour une innovation de ce type-là. Quand Michelin, je regarde les marques, parce que il ne faut pas qu'ils sinon je fais des allers-retours. Quand Michelin a sorti cette innovation, que ça a été communiqué par la presse, les Autoplus ou autres, les attaques ont été multipliées par je ne sais pas combien. Parce que espionnage industriel. Là, on paye des gens pour aller récupérer les plans et les informations là-dessus. Donc, le deuxième, c'est le dark web. Donc, nos informations avec nos numéros de sécu, avec ma spécificité où j'adore le VTT. Et du coup, des gens vont acheter le profil de Christophe, vont lui proposer des VTT à outrance. Tiens, celui-là, il est en promo. Tiens, celui-là, il a ceci, etc. Vous savez, hein, la donnée aujourd'hui, ça a une valeur énorme sur le marché. Ça se pèse en fait en fonction des données qui sont renseignées avec le Gugus qui s'est fait pirater. Ah non, hein, tu m'enlèves pas le diaporama. Je regardais juste s'il y avait des gens qui... Hop là. Donne-moi le diaporama. Vas-y. Merci. Tac, tac. Briac, c'est le régional de l'étape. Moi, je suis un vilain parisien. Morgane est une vilaine parisienne ici. Je dis ça parce que ça fait une dizaine d'années que je suis sur Paris. J'étais régional et en fait, c'est marrant, quand je suis arrivé à Paris, tout le monde partait dans l'autre sens. Tout le monde se barre en région. Et moi, je suis arrivé à Paris. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Bon, c'est des raisons personnelles. Mais en tout cas, c'est toujours un réel plaisir de venir en région. Et vous le savez très certainement, hein, dans le groupe Proxiteam, je vous en parlerai un petit peu après, il y a différentes entités et on est très présent sur la région Grand Ouest. On appelle ça la région Grand Ouest. Je parlais de Rennes, on parlait de Saint-Brieuc, on parle de Brest, on parle de Quimper. Vas-y, continue. Nantes, Vannes, Angers. Enfin, c'est une quinzaine d'agences. Je ne sais pas si c'est le slide d'après. Bon, ça c'est. Tu as oublié juste deux autres personnes. Émeric et Fanny. Alors, Briac va intervenir avec moi, tu as tout à fait raison. Morgane, donc, merci Morgane parce qu'elle a orchestré cet événement avec notre équipe marketing et toutes les personnes qui sont à distance. Est-ce que vous voulez un plateau repas? Je trouve, franchement, au-delà de l'événement, c'est sympa comme lieu. Hein. Bon, à part vous, vous connaissez un peu, M. Maé? Un peu. Et le DSI, et M. Maé, le DSI, le DAF, pardon, du FC. Ah, c'est vous qui faites toujours baisser les prix. M. Maé, vous sortez. Ça dépend. Donc, quand je parlais de régional et de locaux d'étape, merci de nous accueillir. Notre directeur régional, Hervé Ridoré, avait insisté en disant « Je veux le faire là, je veux le faire là ». On n'a pas résisté bien longtemps. Donc, Briac interviendra avec moi. Il représente une partie de l'équipe commerciale terrain. Donc, il a des roulettes sous ses pieds pour venir vous voir. Émeric, qui nous a rejoint il y a quelques mois dans l'écosystème Proxiteam Apogea, également dans l'équipe terrain, mais sur d'autres couvertures départementales. Et puis Fanny, normalement, elle n'a pas de roulette sous les chaussures, puisque elle fait partie de notre équipe d'assistants commerciaux sédentaires, donc qui travaille conjointement avec les vilains, là, quand ils viennent vous voir, et qui est un maillon indispensable de la chaîne, parce que c'est souvent elle qui est la plus réactive. Regardez comme ils sont lents. Regarde, ils sont lents. Ils sont lents. Oui. Alors que je... Voilà pour l'équipe locale. J'avance vite, hop, l'agenda, on s'en fout. Proxiteam, en fait, vous avez deux entités sous Proxiteam, j'y viendrai un tout petit peu après. C'est plus de 20 ans d'expérience. Moi, je suis un vieux routard de l'IT. C'est une belle reconnaissance. On a traversé quand même, le groupe a traversé des tempêtes au-delà du confinement ou des choses de ce type-là, qui étaient quand même souvent des challenges pour beaucoup d'intégrateurs. Et c'est en local, il y a eu beaucoup de sociétés qui ont été rachetées. Hein, la dernière, qu'on voit en logo sur la partie de droite, qui est ADSI PME.
Briac faisait partie d'une société qui nous a rejoints, qui s'appelait Kesis, un des grands acteurs aussi régional, puisqu'il y avait Kesis Ouest et sur la partie Île-de-France. Donc, comme je disais, c'est 14 agences. Le chiffre d'affaires, il est plus au-dessus des 54 millions. Ça y est, on a publié nos résultats. C'est bientôt 400 collaborateurs. Et puis, le nombre de clients, nous, on trouve que c'est jamais assez. Ce qu'on constate, c'est qu'on a assez peu de turnover ou de résiliation. Et on fait toujours tout le nécessaire pour garder nos clients. Pourquoi on va parler en fait du groupe? Proxiteam, c'est le nom de la holding. Vous en entendrez assez peu parler finalement. Et sous la holding, vous avez deux sœurs jumelles. Apogea, que vous connaissez plus, parce qu'en région, Apogea représente l'identité du côté gestion. C'est Lorient, on fait toujours partie de cette partie-là. Donc, on va retrouver beaucoup de solutions Microsoft, comme le CRM, le BI, le RP. Beaucoup de Sage, tout ce qui est paye, gestion, compta, etc. Et puis d'autres acteurs, on verra quelques logos après. Et Axido, finalement, vous connaissez moins le nom, parce que c'est le nom de l'entité infrastructure qui, en région, est sous le même porte-drapeau Apogea. Et à Paris, il y a Apogea pour la partie métier, comme je viens de vous le décrire, et Axido sur la partie plus infrastructure, hébergement, sécurité, infogérance, et tout. Vous connaissez la majorité de ces logos. On pourrait rajouter ceux qui sont par le bas. Lucas, Lucas, c'est ce qu'on utilise en interne. On en disait le plus grand bien tout à l'heure avec Morgane dans le TGV. Nous, on l'a sur les modules, donc c'est un module RH. On l'a sur les modules notes de frais, planning, les bulletins de salaire, on va les chercher dans le coffre-fort, Lucas, les entretiens annuels professionnels, etc. Et il y a d'autres solutions que vous verrez un petit peu en dessous. À travers ces deux labels, on peut vraiment parler de transformation digitale. Alors, c'est un terme très marketeur. Transformation digitale, comment on dit transformation numérique? Il y a plusieurs. C'est quelqu'un qui avait regardé Goldorak. C'est quelqu'un qui a transformé. Oh, ça, c'est pas tout jeune. Tout le monde ne comprendra pas, sauf ceux qui ont la barbe un peu grise. Parce qu'en fait, on a la capacité de vous accompagner dans vos challenges IT, logiquement sur la plus grande partie de vos besoins, de vos attentes et de vos contraintes. Alors, ce label-là, on en est fiers. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on l'a. Ça fait une bonne transition pour cet événement qu'on a choisi de cibler autour de la cybersécurité. Nous sommes experts cyber. Alors ça, c'est génial, hein, on l'a imprimé partout, on l'a mis partout. Le tatouage, il est bon. Voilà. Expert cyber, ça veut dire quoi? C'est le seul label aujourd'hui qui est reconnu par l'AFNOR et par l'État, cybermalveillance.fr, qui vous garantit que votre intégrateur a tout le niveau de compétences pour vous accompagner dans ces environnements de sécurisation. On y reviendra un petit peu sur cette chaîne de valeur. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Est-ce que vous en voulez encore? Là, ils vont dire oui parce qu'ils n'ont pas mangé. Et si vous n'en voulez pas encore, vous ne mangerez pas. À distance, vous avez peut-être la bouche pleine, vous pouvez vous permettre. Ce qu'on va faire, on va collecter au fur et à mesure de l'avancée. Si vous avez des questions à distance, vous les notez dans le chat ou dans le conversation, ou je ne sais plus quoi. Et on les abordera plutôt en fin de session, si ça vous convient. Qu'est-ce qu'on met en avant? Les différentes attaques. C'est marrant parce que quand je parlais des CH, il y a eu du ransomware, il y a eu parfois du phishing. Ça vous parle le phishing? Le phishing, c'est ce qu'on se reçoit. Alors moi, j'ai une période, là, ça va mieux, mais j'ai une période. Votre carte vitale n'est pas à jour. Vous n'avez pas vu ce SMS là? Juste vous cliquez là-dessus, on va la mettre à jour, vous inquiétez pas. Vous avez reçu un colis Amazon. Vous n'avez pas reçu celui-là? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Permis à point ou je ne sais plus quoi. Ah non, en fait, la formation. C'était les impôts. Je ne sais pas si vous avez vu ça, les impôts. Et c'était quoi? Un SMS ou un mail? C'était un mail des impôts, disant voilà, il faudrait mettre à jour votre dossier des impôts. Et c'était juste pour récupérer, changer votre RIB qui était sur votre espace, pour que les gens qui allaient avoir des remboursements des impôts, ça aille sur le mauvais RIB. Voilà. Et hop, ceci dit, on a le plaisir de payer 2 fois les impôts, c'est sympa. On fait avec tellement de plaisir et de bonne. Le phishing, en fait, nous, on fait des tests de phishing. Tu en reparleras peut-être un petit peu tout à l'heure autour de l'utilisateur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des sociétés comme nous, Proxiteam, on fait de l'IT tous les jours. C'est notre job. On vous sensibilise, on vous picouse. Quand on fait des tests de phishing en interne, je vous jure qu'il y en a plein qui vont dans le filet, quoi.
énormément de fiches, ça peut être poisson avec un F. On lève, on fait jamais des tests à vide, quoi. On se fait encore surprendre parce que vous rappelez peut-être avant les tests de phishing, on a connu ça où il y avait des fautes d'orthographe qui étaient plus grosses que le bras, quoi. Le logo, il était à moitié de traviole ou il était avec une police. Maintenant, c'est terminé, ça. On a vraiment le bon logo. Il n'y a plus de, de confusion en disant laisse tomber le truc qui vient d'Afrique ou je sais pas d'où, tellement il est grossier. Tu en reparleras tout à l'heure, tu nous accompagneras là-dessus. Détecter vos failles de sécurité, alors ça fait partie, c'est une partie de la proposition de valeur. C'est ce qu'on appelle des pen tests. Je ne sais pas si cette terminologie vous parle. Le pen test, en fait, nous, dans le monde de l'IT, c'est pas que chez Accido, Proxiteam, Apogea qu'on parle de ça. Pen test, ça veut dire test d'intrusion. Le test d'intrusion, c'est quoi, en fait? C'est quelqu'un qui se comporte comme un cyberattaquant. Là-dedans, il y a 3 méthodes principales. Il y a la boîte noire, la boîte grise, la boîte blanche. Je vais vraiment faire très, très synthétique dans le descriptif. La boîte noire, c'est l'attaquant qui est basé justement dans un pays étranger, qui ne connaît que le nom de la société qu'il veut attaquer. Et à travers ce nom-là, il va essayer sur les sites web, il va essayer sur tout un tas d'autres, à travers LinkedIn, à travers les réseaux sociaux. Il va essayer avec le nom Coca-Cola, avec le nom CHU, je ne sais pas quoi, de rentrer dans le système d'information à distance. C'est ce qu'on appelle la boîte noire. The black box. Quelqu'un qui est totalement bilingue comme moi. Mort de rire. Après, il y a la grey box, la boîte grise. La boîte grise, on va essayer de s'accrocher à votre réseau. S'accrocher à votre réseau, c'est potentiellement rentrer par inadvertance. Et je vous jure que c'est bluffant. Souvent, les portes, on a l'impression que chez nous, on est sécurisé dans notre entreprise. Alors nous, c'est rarement compliqué de rentrer dans une boîte et de brancher un PC. C'est bluffant. Bonjour, machin, je viens pour l'entretien, machin, je viens voir, je suis attendu au premier. Et on se branche soit sur une jarretière, mais c'est aussi se garer potentiellement juste devant l'entreprise. Donc j'ai déjà fait le test chez nous. Il y a le Wi-Fi. Et le Wi-Fi, il ne rayonne pas, il ne s'arrête pas au niveau des vitres, il rayonne un petit peu en bas. Et quand on est stationné à côté d'une boîte comme ça, en bagnole, on a tout le temps de faire tourner les routines pour casser le Wi-Fi et rentrer à travers. Donc ça, c'est un peu la boîte grise et la boîte blanche. De white box. Toi, je suis sûr que tu le savais. C'est bien. Comme moi. Sans accent, sans rien. La boîte blanche, en fait, on va prendre un PC portable d'un collaborateur. Donc, ça peut être un alternant, peu importe. Donc, la société va nous filer ça. Et là, on va s'amuser à rentrer à travers le système. Ça va, je ne vous ai pas perdu? La stratégie qu'on a choisie chez Apogea et Accido, mais on va surtout parler d'Apogea en région, c'est d'avoir un montant forfaitaire. Nous, on fait les 3 boîtes. Et ces 3 boîtes-là, on s'engage à vous les faire à moins de 10 000 euros et on est même souvent aux alentours des 5 000 à 6 000 euros. Ça dépend du nombre de PC, ça dépend du nombre de sites, ça dépend si vous avez beaucoup d'applications dans le cloud ou encore ce qu'on appelle du on-premise, donc du serveur physique chez vous. Voilà, on vous pose quelques questions au début pour qualifier, mais franchement, normalement, dans les règles de l'art de l'ANSSI, il faudrait faire un test d'intrusion par an. C'est un petit peu ce qu'on considère comme le minimum. Et nous, notre stratégie qu'on a choisie avec la direction, c'est d'être très agressif en termes de prix, déjà pour que ce soit accessible pour l'ensemble de nos clients et des prospects, donc, y compris une petite PME, quoi. Mais aussi pour nous, c'est une formidable occasion de pouvoir vous montrer, à travers ces tests d'intrusion, notre qualité de persuasion, de péter la gueule du système d'information pour rentrer comme un cyberattaquant. Mais surtout, le rapport qu'on vous remet à la fin, et encore plus le plan d'action qui s'ensuit, mais surtout s'inscrire dans la durée. À un instant T, je fais un pen test. J'ai vu toutes les failles. On vous les liste en fonction de la criticité. On convient ensemble, alors soit ensemble ou avec votre intégrateur en place, vous convenez de colmater ces failles petit à petit en fonction des moyens et du temps que ça mettra pour le faire. Ah, tu allais parler là. Oui. Après, c'est vrai que l'objectif d'un pen test, c'est de mettre en lumière ces failles. À un instant T, ouais. Les failles critiques
qui peuvent rapidement endommager votre système, ben, souvent, il faut s'engager à les corriger, mais sur le mois. Et déjà sur le mois, c'est déjà beaucoup. Ouais. Parce que dans d'autres structures, ils utilisent parfois des hackers. Je dis hackers blancs ou éthiques, mais bon, c'est quand même des hackers. Ça dépend s'ils sont payés ou pas payés. C'est bon. En attendant que Désolé. qui coupe son. Personne n'a fait cette boulette, d'accord. Vous, votre téléphone, il est éteint. On est d'accord que ça mérite un blâme. Je propose qu'on vote à distance. Donc, avec ces hackers. hackers, Ouais. donc ils sont plus ou moins d'un côté ou de l'autre de la barrière. Mmh. Et une faille qui est détectée doit être corrigée plus rapidement. Ça, c'est des engagements qui sont demandés souvent au niveau des pen tests, que la société s'engage à les corriger. Alors, il y a deux choses qui se cachent derrière ça. Merci, Briac, c'est important de le préciser. Il y a deux choses, c'est que nos clients ont parfois des clients. Vous avez certainement des clients finaux. Et à l'issue de ce pen test, nous, on peut vous remettre un document qui permet de rassurer vos clients sur le fait que vous avez engagé une démarche pour sécuriser au maximum votre système d'information. Ils leur garantissent que leurs données sont le plus possible sécurisées. Vous m'avez compris, je crois que j'ai fait à peu près dans le bon ordre. C'est compréhensible. C'est ça. Des fois, je merde un peu sur l'ordre de mes phrases. C'est mon côté américain, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien ça. Il y a ça, et la deuxième chose, c'est le côté assurance. Vous avez certainement entendu parler, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'assurances de cybercriminalité. Les mecs, ils vont dans la faille. Hein. Il y a du business derrière à se faire. Mais une assurance classique, vous avez toujours l'assurance des biens matériels. Si je prends le C-Lorient, vous, DAF, hein, vous savez ce que vous avez à peu près dans votre contrat d'infogérance, c'est les locaux, c'est les véhicules qui sont attachés, enfin, c'est tout ce qui est matériel, quoi. Et il y a les biens immatériels. La donnée des VIP, des sponsors, enfin, tout ce que vous manipulez comme données, c'est du bien immatériel. Et souvent, dans un contrat classique, elle est très, très mal assurée, cette donnée-là. Parce qu'un assureur, il ne sait pas ce qu'elle vaut. Quand je parlais de Michelin et de son pneu sans air, là, increvable, c'est des millions, peut-être même des centaines de millions, voire des milliards d'euros qui sont derrière cette innovation. Dans un CHU, c'est des vies humaines qui sont derrière la donnée. Quand je parlais de Corbeil-Essonnes, ça a été retour au papier. Ils ont évacué toutes les personnes qui allaient être opérées, donc ils ont sur d'autres CH alentours, et ils sont revenus avec un bon vieux bloc-notes à l'ancienne, quoi. Là où, je sais pas si, j'espère que vous n'êtes pas allé dans les hôpitaux récemment, mais vous savez que maintenant on a un code barre, on va à l'accueil, on nous file tout un tas d'autocollants code barre, et ce code barre nous suit, puisque derrière une application qu'on appelle le dossier patient, avec nos groupes sanguins, nos radios, nos IRM, les constats du chirurgien, alors là, il y a un sacré boulot. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Enfin, il y a toutes les données toutes les données médicales autour du patient. Ben là, il n'y avait plus la douchette et le code barre. Donc, retour à l'ancienne, quoi. Bref, pour revenir sur ces aspects-là, il y a ces deux enjeux-là qu'il faut vraiment que vous sécurisiez autour de ça. Et rassurer vos clients finaux et faire attention, vous, en termes de criticité de la donnée. Là, vous avez un exemple, en fait, quand on fait un pen test, on remet deux rapports à nos clients. Le premier rapport, c'est le rapport complet qui fait à peu près 70 pages. Et on apprend avec nos clients. Hein. Je me souviens d'un client qui nous a dit 70 pages. Alors, on essaye de mettre de la couleur, on essaye de faire plein de trucs. Il n'empêche que 70 pages, ce n'est pas forcément digeste pour un DAF. C'est pas forcément direct. On a parfois nos interlocuteurs qui sont des DRH. Tout le monde n'est pas né dans l'IT. Et donc, on remet maintenant un deuxième rapport qui se veut beaucoup plus synthétique, où là, on a une dizaine de slides qui sont plus faciles pour nos interlocuteurs à présenter à la direction. Si besoin, on accompagne pour présenter ce rapport à la direction. Vous voyez ce que je veux dire? Un rapport complet et un rapport un peu plus synthétique, plus digeste pour que une population non avertie puisse se l'appréhender. Et là, on a rajouté des choses. Je te passe devant, mais Maurice, parce que tu as plus de mémoire que moi.
On a rajouté des choses, on en parlait tout à l'heure avec Briac, il faut que je le mette à jour ce slide. C'est qu'on a rajouté justement le temps de résolution en fonction de cette criticité et les enjeux qui peuvent y avoir derrière. C'est-à-dire que parfois, il y a certains correctifs qui vont nécessiter 1 mois et d'autres correctifs de faille qui vont nécessiter quelques heures parfois. C'est un peu comme quand on rachète une baraque, hein, si on veut refaire toute l'électricité ou si on a juste un plafond à faire. Ce pas les mêmes enjeux, ce pas les mêmes besoins, etc. Donc, on vous aidera à prioriser à travers ces indicateurs-là. Apparaît maintenant aux États-Unis des agences de notation de sociétés. En fait, ils notent les sociétés depuis l'extérieur. Ils ne font pas de... C'est vraiment depuis l'extérieur. Et ils donnent une note entre 250 et 900. Et après, ces sociétés-là peuvent les prévaloir par rapport à leurs fournisseurs ou leurs clients, ou même leurs agences d'assurance. Belle transition. Il y a Jérôme qui avait réagi sur le chat, comme quoi le serveur, la note de 1 sur 5, ça l'avait fait ticker par rapport à la slide d'avant. Ah, la slide d'avant, Ouais. vas-y, reviens avant si tu veux bien. Tac. La note de 1 sur 5, ça l'avait pas mal fait ticker. Ah ouais. Bah, en fait, alors le constat qui est souvent fait, Jérôme, et écoutez tous, les notes sont souvent catastrophiques, hein, mais c'est normal parce que nous, on a un niveau d'analyse et d'études qui couvre énormément de secteurs, de domaines, de failles, etc. Donc souvent, ça peut sembler alarmiste, mais c'est le cas, hein, le 1 sur 5 pour la partie serveur. Là où Jérôme a raison, c'est que si le serveur est friable aux attaques, s'il est faible, c'est là-dessus qu'il y a les données. Ça veut dire que je suis en direct live pour aller piocher ou bloquer des informations. Au niveau du zéro log, c'est une faille. C'est comme si on mettait quelque chose en open bar. Voilà. Arrête de faire des comparaisons comme ça, Ivrogne. Bon, sensibilisation des utilisateurs. En fait, en cybersécurité, c'est l'utilisateur qui devient le maillon faible de la structure. On va essayer de compromettre l'utilisateur. Alors, quand je dis compromettre l'utilisateur, c'est à son insu. Il faut vraiment former les utilisateurs, c'est la première barrière que vous ayez. On a du phishing, pour l'attirer justement à cliquer sur des liens. On va avoir aussi des... Oui. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Continue, fais comme si de rien n'était. Pour cliquer sur des liens. Autrement, vous allez avoir aussi des utilisateurs qui vont, sans le vouloir, je dirais presque un peu comme Trump, emmener des informations confidentielles sur des clés USB ou sur leur portable non sécurisé à l'extérieur de la société au risque de les perdre ou qu'elles s'en aillent. Et ça, il n'y a pas une pensée à mal de l'utilisateur. Moi, je prends toujours un utilisateur n'ayant pas de pensée à mal. C'est une méconnaissance de son système. Vous pouvez mettre en place, pour aider les utilisateurs, des chartes informatiques. Et même quand vous allez mettre, par exemple, du filtrage sur les accès, Parfait. voilà, les pare-feux, vous allez avoir une obligation d'informer vos utilisateurs, de dire, ben voilà, j'ai mis du filtrage, ça fonctionne comme ça. Tout ce que vous allez faire sur le net ou sur le réseau, on va avoir des logs. Ces logs sont importants pour, quand on a une attaque, avoir des remédiations derrière. Puisque avoir une attaque, c'est on a l'attaque, mais savoir comment elle est passée, comment elle s'est exécutée, par qui elle a pu pénétrer, c'est tout aussi important pour pouvoir faire de la remédiation ensuite. La communication, c'est communication régulière, de dire aux utilisateurs, par exemple, de ne pas mettre leur mot de passe sur leurs écrans, sur un post-it, c'est sympa. Ça peut aider les petits camarades.
Et dernièrement, j'ai été dans une audit, on a fait le tour de la société et les mots de passe étaient soit juste en dessous l'écran et parfois c'était derrière le clavier. C'était plus facile. Tourner le clavier, on avait le mot de passe. Voilà. Des simulateurs de phishing, ça c'est, je pense, important de plus en plus. C'est pour entraîner l'utilisateur à repérer les mails qui sont douteux. Parfois même, les utilisateurs vont le savoir, mais ils ont quand même des doutes. Ils vont demander au petit camarade à côté, au fait, d'après toi, c'est bien ou pas bien? Alors, il y a des choses qui sont faites régulièrement. Moi, je sais que ça marche beaucoup. C'est, on va changer votre système de messagerie. On se présente comme la DSI du groupe. Avec quelques petites lettres changées au niveau des noms de domaine, prendre possession d'une boîte mail et changer. On ne change pas forcément le nom de la boîte aux lettres, on va juste changer l'intitulé de la boîte mail. On va mettre DSI ou informatique. Là, tout de suite, les portes s'ouvrent, les gens ne réfléchissent plus. On leur dit de faire quelque chose, bien sûr, et ça passe. Donc ça, c'est les habituer aussi à avoir un peu de suspicion dans les mails qu'ils vont recevoir. Un autre exemple, sur les sites web, le cadenas n'est pas forcément le gage d'avoir un site gentil ou viable derrière. On a le cadenas, on a pu mettre des certificats qu'on a achetés, récupérés, ou des sous-domaines qu'on a pu réintégrer, et on met un site pirate en place. Et on aura le cadenas, et on attire les gens dedans. Donc, c'est aussi entraîner les gens à se dire, là j'ai le cadenas, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment viable à 100%? Et ensuite, la dernière chose, c'est la formation cyber. Alors, ça se passe en interne. Les gens vont être entraînés, on va leur donner toutes les bonnes attitudes à avoir par rapport à un risque. Une clé USB qu'on ramasse devant le pas de la porte, ça c'était anciennement qu'on faisait, puisque maintenant, de plus en plus, on essaye de bloquer les ports USB pour éviter que les gens mettent des clés USB ou autre chose pour l'exfiltration d'informations ou l'importation d'informations. Mais souvent, c'était le cas. On mettait une clé USB sur le pas de la porte. On essayait, souvent les gens vont la ramasser, rentrer dans la société, et on a un joli fichier qu'on a appelé plan de paye. Ça marche souvent très bien, ça. Et les gens ont cliqué dessus. C'est aussi simple que ça. Moi, je me suis amusé à imprimer, là, on trouve ça, si vous faites un Google, rigidité de mot de passe, ou je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Vous avez un joli tableau en couleur où il est écrit le nombre de caractères du mot de passe, s'il y a des caractères spéciaux, des chiffres ou des trucs dedans. Et en fonction de la longueur et justement de la richesse de ce mot de passe, ils vous mettent en dessous en combien de temps il est craqué. J'ai imprimé ça en feuille A4, j'ai mis ça vers les machines à café. Quand les gens arrivent, ils se disent, ah tiens, il y a peut-être une promo sur le chocolat, le thé ou je sais pas quoi. Ils font un petit peu d'effort pour lire le tableau, c'est toujours bon parce que comme ça, ils se concentrent sur le truc. Et là, ils font forcément le rapprochement. Ah ouais, le nom de mon chien, de je sais pas quoi, de mon mari, ou je sais pas quoi. Là, ça veut dire que il est craqué instantanément. Des fois, ça peut suffire à ce qu'ils se disent, merde, je vais peut-être le changer, quoi. C'est trop, trop, trop facile. En social hacking, c'est la première base qu'on apprend, c'est de se renseigner sur les gens, connaître le nom de leur chien, le nom de leur voiture, pour pénétrer la date de naissance. Au niveau si on faisait au niveau du phishing un zoom, en fait, on a des gens qui vont être plus particulièrement sensibles au phishing. Alors, quand je dis sensible au phishing, ça va être la personne qui va recevoir essentiellement les mails de la société
Et elle va devoir trier un peu les mails qui vont être ben, dangereux et ne pas les transmettre aussi. Donc, c'est une personne vraiment à former énormément sur le phishing, sur l'aspect de la sécurité au niveau des mails. Donc ça, c'est l'identification des collaborateurs. On va définir un scénario. Ce scénario, quand on le définit, on va se dire, ben voilà, on se dit, je travaille dans j'ai un service comptable, donc j'ai défini mes utilisateurs. Le scénario, c'est on va changer, on va se faire passer pour une banque et on va dire qu'on change tous les risques de la société. Donc déjà, on commence comme ça avec le service comptable. Ils n'aiment pas ça, ils vont paniquer. Et souvent, les gens qui sont paniqués ne réfléchissent plus. Ça, c'est une des règles. On met de la pression, on met de la panique et ça passe tout seul. Plus c'est gros, plus ça passe. Je ne t'ai pas posé la question en introduction. Vous avez déjà subi, vous, à l'intérieur de vos entités, M. Mahé, ouais? Qu'est-ce que vous avez subi comme attaque au FC Lorient? Je ne parle pas d'attaque sur le terrain, hein. On ne parle pas d'attaque et défense sur le terrain, on parle IT. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour moi, auprès Ah d'un gros sponsor du Ah ouais. maillot, pour dire qu'il avait changé de rythme, justement. Ah ouais. Avec un truc que j'avais obtenu, que la personne me connaissait. Donc, Je me demande si c'est pas lui, hein, qui est ce rapprochement là. Et donc, ça avait été, ils avaient opéré, ils ont été reculés à ce point, pour le coup, dans l'Est de la France. Et en effet, pour changer le rythme, c'était marqué FC Lorient, ce Ah ouais. général. Ouais, ouais. Mais donc après, c'est un petit peu dommageable. En entrée aussi, les conseillers de nos joueurs de foot, enfin, il y en a eu un, Ah ouais. qui a Des agents. aussi auprès de l'assistant RH pour modifier le rythme. Pareil. On a mis en place à chaque fois un process de. deux joueurs en équipe. Ouais. Vraiment, je peux changer des noms. Ouais. Ouais. Après, un faux email, ça c'est un faux email de mon président, très bien fait. Ah ouais. Ouais. Dans le mail, il me dissuadait, alors qu'il n'était pas dans la réalité. Ouais, c'était le truc louche, quoi. Ouais, c'est marrant. Quoi, ça tient un peu. Hein. Ouais. Peut-être d'autres personnes, non? Bah, dans le chat, typiquement, il y a Xavier Boisvière qui disait que le premier jour à Mordel, le site était avec des articles de Al-Qaïda en 2014. Ah ouais, 2014 déjà? Ouais. J'ai presque 10 ans, quoi. Et il a cru que c'était une blague de ses nouveaux collègues, mais non, ils ont dû tout réinitialiser. Ah ouais. Donc, merci pour ce On va partage. en reparler après. Bon, on en reparlera après. Excuse-moi de t'avoir coupé, Brigade. Merci, monsieur Magnier. Enfin, quand je dis merci. Ouais. Alors, il en a parlé, Briac. Hein. Ce qui est important dans le phishing, c'est qu'effectivement, l'utilisateur que nous sommes sera plus sensibilisé parce que lui s'est fait piéger, il a fait la boulette et du coup, propose on parlait de solutions qui sont adaptées à sensibiliser. C'est des petites vidéos, des petites animations qui sont adaptées pour sensibiliser l'utilisateur qui a commis une faute bien précise, quoi. Et une fois qu'on est sensibilisé là-dessus, ça ouvre le chakra en disant ah ouais, j'ai pu me faire piéger là-dessus, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup, il y a une série de petites sensibilisations. Parce que la charte, je ne sais pas si vous l'avez, nous on l'a signée hein, quand je suis rentré il y a 1 an et demi dans le groupe, j'ai signé une charte. Quel est l'effet derrière? Souvent, peut-être que vous êtes plus studieux que moi et que vous la lisez. Moi, une fois que j'ai vu ce qu'il en était, j'ai paraphé, j'ai signé. C'est fait une fois qu'on rentre, sensibilisation terminée, quoi. Il n'y a personne qui était derrière de dire Christophe, fais gaffe, parce que ça t'engage, ça. Ce que tu disais, là, peut mettre la boulette d'emmener des éléments ou des choses où on s'en rend pas compte, quoi.
de toute façon, les gens oublient vite. Ça, il faut Ouais, en on être- est tous humains. Donc, il faut revenir régulièrement à la charge pour se dire, bah voilà, on va reformer les gens, on va leur donner des petits indicateurs, et ça valorise chacun de se dire, bah voilà, je suis un des maillons de la société et je fiabilise aussi les informations qu'il y a dans la société. Donc ça, c'est vraiment important. Planifier des nouvelles campagnes de phishing, ça c'est aussi important. Bah, pas toutes les semaines, parce qu'au bout d'un moment, c'est moyennement amusant, mais c'est vrai que régulièrement, tous les 2-3 mois, ça fait du bien. Et au moins, ça fait une émulation, parce que les gens, même ceux qui ont bien répondu, ils vont retourner à la machine à café, se dire, au fait, tu t'es fait avoir, toi, cette fois-ci, et ça permet de même quelque chose, un mail qui arriverait, qui serait un peu suspect, ça permet aux gens de discuter avec eux tout de suite. Dire, qu'est-ce que tu en penses de ce mail-là? Ce ne serait pas un test de phishing, là, sur ce coup-là. Et on peut lever des doutes rapidement. Voilà. Protection du SI. Est-ce que vous connaissez les limites de l'antivirus? Je dis antivirus standard. Ouais, un bon vieux antivirus. On est très with secure. Ah, il y a un autre témoignage. Je m'en partagerai après. Voilà, très bien. C'est exactement ça, hein. C'est toute la problématique de cette base de données. Et c'est une base de données de signature. Parce que dans un process d'un virus, vous avez un code que vous incluez dans un programme, dans un micro-programme, que vous intégrez dans un programme existant. Donc, il faut qu'il soit le plus petit possible et qu'il ne se recopie pas sur lui-même. Parce que s'il se recopie sur lui-même, il va gonfler, donc c'est pas bon. Donc, vous allez avoir ce code générique que vous allez programmer et ça va vous permettre de faire ce petit virus. Maintenant, on va dire que les programmeurs ont un petit peu évolué et que ce code peut changer. Les versions peuvent changer. C'est ce qu'on appelle du polymorphe. C'est-à-dire qu'un virus peut changer très régulièrement, suivant l'heure, suivant la date, plein de choses comme ça, mais ne pas se recopier sur lui-même, parce qu'il y aura toujours une base ADN. Alors là, on est très dans Pas trop loin, Briac. Hein. Et c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Donc, on est toujours entre le médical, franchement, les virus, c'est entre humain et informatique, c'est très proche. Ouais, moi, je fais souvent effectivement le parallèle avec les virus. On a connu la Covid, là, et on savait tous qu'il y avait des virus qui étaient efficaces contre certaines formes de Covid, mais pas face à certaines autres. Le vaccin de la grippe qu'on a tous les ans, il est adapté à certains types de virus de la grippe, mais pas à tous. L'antivirus informatique, c'est un petit peu ça, pour essayer de le vulgariser. Toi, tu vas plus loin que moi et tu connais mieux que moi, mais c'est ça. Il faut toujours le garder, le conserver, parce que ça nous protège malgré tout de certaines choses. Et finalement, c'est une liste très connue, très identifiée. Dès qu'on s'écarte de cette liste-là, le virus ne protège plus de rien du tout, quoi. L'antivirus. Merci. Ce qui fait une bonne transition avec. Bah ouais, donc ça, voilà. C'est ce que tu as expliqué. C'est des réponses. Ouais. Ça va comparer à une base de données pour un peu que la base de données soit en décalage ou ça soit 0 day, ça vient juste d'arriver. Ça va passer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancien, ça a le mérite d'exister. Et après, ce qui manque, c'est une corrélation. Quand on dit une corrélation avec l'ensemble, pourquoi on a besoin de cette corrélation avec l'ensemble?
puisque maintenant on travaille par dire micro-bruit. C'est-à-dire qu'on va faire une attaque sur un PC, on va lancer un code sur un PC, sur un autre PC, on va lancer un autre code, sur un troisième, on va lancer encore un autre code, et quand on rassemble ces informations-là, on voit que ça fait un signal fort, qu'on est en train de se faire attaquer, et que si on n'avait pas eu justement cette corrélation de l'ensemble des signaux, eh bien, on n'aurait rien vu du tout. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de sociétés qui se disent, de toute façon, j'ai un antivirus, et cet antivirus me protège de tout. Non, il faut avoir justement cette corrélation d'informations pour assembler ces signaux. Et on arrive à l'EDR. Vous connaissez ça, l'EDR? Ceux qui connaissent, vous levez la main? On va pas faire très scolaire, merci. Ouais. Endpoint. À distance, levez la main. Détection et réponse. Vraiment, on va détecter les signaux. Voilà. On a des signaux qui nous arrivent, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Eh bien, on va avoir une réponse. Alors, c'est soit des réponses automatisées, parce qu'il faut aller très rapidement. On sait que telle attaque, on va avoir quelqu'un qui va essayer de se loguer, qui va faire du ping, plus regarder les partages, et ainsi de suite. Ben là, ça commence à éveiller des soupçons. Et si on arrive à un certain niveau de soupçon, ben, on va isoler le poste. Alors, je ne dis pas éteindre le poste, je dis isoler. Pourquoi? Parce que on va pouvoir avoir toujours le lien avec le poste à travers l'antivirus, le DR. On va pouvoir avancer sur cette remédiation et on ne va pas perdre de traces. Parce que ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir quand même des traces pour savoir comment c'est passé et remonter la chaîne et remonter l'attaque. Donc, réponse automatisée, les réponses multiples, alors ça peut être, j'ai vu que sur, on peut aller qui s'entend encore plus loin, on va mettre l'antivirus du moins pas l'antivirus, le pare-feu aussi dans la boucle et d'autres équipements. Et là, on arrive à avoir le panel complet de notre sécurité informatique avec tous les signaux qui nous remontent. On est beaucoup plus critique sur la réponse à apporter. Les investigations, c'est la phase ensuite qui arrive grâce à tous les logs qu'on a eus, tous les schémas de pénétration qu'il y a eu aussi sur le et apporter justement des remédiations par rapport aux causes profondes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'essaie de me reformuler avec mes mots à moi. Le DR, c'est donc on s'appuie sur de l'intelligence artificielle. On profite de tout ce qui se passe à travers le monde. Ça remonte dans le nuage. Donc, c'est profiter dès qu'il y a une attaque qui est détectée avec, à travers cette intelligence artificielle. Tous les clients à travers le monde en profitent parce que c'est mutualisé dans le nuage, dans le cloud. Et la deuxième spécificité, comme tu le disais, c'est qu'on va s'adapter, l'intelligence artificielle va s'adapter à votre environnement, à vos spécificités. Je prends un exemple. On n'a jamais constaté des connexions de pays étrangers. D'un coup, il y a une connexion qui vient, pas forcément d'Asie ou je sais pas quoi, parce que souvent, ils jouent en rebond d'ailleurs, d'Espagne, de Belgique ou je sais pas quoi. On va considérer que c'est une attitude suspecte, parce que depuis qu'on travaille ensemble avec cet ADR, jamais il y a eu de connexion de l'étranger. Donc, on aura ce réflexe, le mécanisme, enfin, l'intelligence aura le réflexe de bloquer et de vous dire, wap, c'est normal ça? Ben oui, c'est le DAF qui est en vacances à Dubaï, il se connecte à distance, donc oui, dans ce cas-là, on va autoriser effectivement cette connexion, on n'avait pas spécialement spécifié en amont. Vous voyez le principe de cette... Et c'est pour ça que l'antivirus, comme on disait tout à l'heure, il est toujours nécessaire parce que c'est quand même une barrière de protection. Mais cet EDR qui aujourd'hui est assez peu déployé chez vous, chez nos clients, c'est vraiment la protection indispensable et la plus efficace face à ce type d'attaque.
Souvent, elle est associée à l'antivirus, ou elle est parfois associée au firewall, au pare-feu, WatchGuard a ses propres solutions et d'autres acteurs du marché aussi, ou parfois, c'est vraiment des acteurs qui ne font que de l'EDR et qui vous proposeront ce type de solution. Je pense à Tetris ou des acteurs de ce type-là, ou nos amis de Enable, Insight, ou des choses comme ça. On va passer maintenant sur la double authentification. Ça vous parle, ça? La double authentification, j'achète sur Amazon, sur Cdiscount, je sais pas quoi, j'ai forcément mon paiement qui va passer par mon application bancaire ou autre, qui va dire, dis donc Christophe, tu as 57,33 €, tu confirmes ou pas? C'est ça la double authentification. Ouais. Ouais. Ouais, bah oui, bah oui. Ouais. Vous la connaissez déjà par rapport à tout ce qui est bancaire. Voilà. Donc, cette double authentification, c'est important de la mettre de plus en plus en place et pour tout. On vos comptes, même Facebook, LinkedIn, perso, parce que c'est des axes de pénétration qu'on a, le social hacking. Le maire d'Angers en a eu la meilleure expérience, puisque c'était lui le coup de sécurité à travers son réseau LinkedIn. Donc, voilà. Et la mairie a été, justement, on a fait les frais pendant plus d'1 an au niveau, justement, de cette problématique-là de renseignement. Ensuite, c'est la double authentification, c'est souvent, alors c'est à travers votre téléphone, ça c'est le plus simple, ou à travers des tokens. Des petites clés qu'on met sur un port USB. Voilà. Alors, le problème des tokens, c'est on les perd ou ils sont oubliés. Un téléphone, on le perd rarement et on l'oublie rarement. Donc, on l'a toujours sur soi. Après, vient une problématique où les utilisateurs se disent, c'est mon téléphone personnel et je ne souhaite pas l'employer. C'est pour ça que... On a souvent cette problématique d'entreprises qui nous disent, nous, tous nos employés ne sont pas équipés d'une flotte mobile, quoi. La population sédentaire, ce qui est le cas chez nous, hein. Morgane, t'es puni. Voilà. En fait, la façon de les rassurer, c'est que quand ce numéro de téléphone est collecté dans les outils Microsoft, Active Directory, etc., il est complètement isolé du reste et il est complètement étanche au reste. C'est-à-dire que la personne recevra un SMS. On ne va pas l'obliger à installer une application. Il peut y avoir l'application. Mais je sais que Huawei, par exemple, vous savez que nos amis coréens et américains s'entendent à merveille. Donc Huawei, on ne peut pas installer d'application Microsoft dessus, etc. Donc ça peut être qu'un SMS et le numéro de téléphone perso du collaborateur. On a tous les engagements de Microsoft pour lui garantir qu'il sera complètement invisible, complètement masqué du reste, etc. Ça peut ne pas satisfaire certaines personnes. Si ça ne satisfait pas, c'est ce que disait Briac, c'est la petite clé USB qu'on met au cul et qui nous donne un petit code à chaque fois qu'on le connecte, etc. C'est important parce que les mots de passe, pourquoi on parle de MFA? Parce que les mots de passe ne suffisent plus. On peut vous le voler et ça ne garantit pas votre identité. Donc c'est pour ça qu'on passe en MFA. C'est une dernière barrière. Et on est en train déjà de travailler sur un contournement, enfin une troisième branche. Comme le dit Briac, le MFA, c'est beaucoup plus sécure que le mot de passe en lui-même. Mais maintenant, ces organisations mafieuses là, qui sont là pour nous piquer notre pognon et foutre la merde avec nos données, ces organisations mafieuses, ils ont l'intelligence de collaborer ensemble. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un plateau qui était dédié à essayer de pirater les smartphones, un autre sur la messagerie, un autre sur... Maintenant, ils collaborent entre eux. Toi, plateau, messagerie, j'essaye de pirater le compte de Briac. Je vais voir mes potes, je vais communiquer avec mes potes qui essayent de pirater le smartphone et potentiellement de dire, tiens, toi, pote du smartphone, regarde sur le smartphone de Briac qu'on a réussi à pirater, il va t'envoyer un code, refile-le-moi et comme ça, je pourrai rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore hyper répandu, mais ces organisations, une fois de plus mafieuses, commencent à s'organiser pour contrer ces équipements-là. Donc, à venir, il y aura très certainement prochainement encore une troisième barrière pour essayer de contrer ça, quoi.
Génial, merci Gwenaël pour la page de pub, puisque WithSecure et WatchGuard font partie de nos sponsors à cet événement, comme Vim. C'est une très bonne remarque. Souvent, ça fait partie des solutions complémentaires qu'on peut vous chiffrer. WatchGuard authentificateur, Voilà. c'est une solution. Ouais. C'est pas très coûteux. Hein. Pas... Et je rebondis par rapport aux personnes qui sont dans le live. Il y a aussi Xavier qui nous dit que nous sommes arrivés à une nouvelle phase. Donc, soit la personne est en mobilité, télétravail, et cela devient difficile de se passer d'un téléphone pro, qui dit que c'est quand même indispensable pour être maître dans l'ensemble, et soit elle ne l'est pas, et le MFA est possible que par ligne fixe. C'est ce qu'il explique. Ouais, certainement. Ouais. S'il n'y a pas de token après. Ouais. C'est ça. Donc, voilà. Merci Xavier. Xavier travaille pour Orange SFR ou Bouygues, non? Je plaisante. Les sauvegardes. Ah ouais. Alors, les sauvegardes. Ça, c'est le point stratégique. Quand le grand malheur est arrivé, ouais, c'est ça. Il n'y a plus que ça. De toute façon, il faut partir de ce principe-là. Ouais. Dans une attaque de ransomware, de pénétration de SI, la première chose que les gens vont faire, c'est une élévation de leurs droits à travers un compte simple et regarder surtout les sauvegardes. Il y a deux méthodes. Soit ils détruisent les sauvegardes, ou ils changent les mots de passe de chiffrement des sauvegardes. Et là, ça arrive et c'est à long terme. Le dernier rempart, justement, c'est d'avoir le type de sauvegarde en 3, 2, 1. Ça vous parle, ça? 3, 2, 1, et même ils ont rajouté 0, 0. C'est leur côté immuabilité, consistant, cohérent et tout ça. Mais 3, 2, 1, retenez. Ça vous parle de 3, 2, 1, non? Non, pas spécialement. 3, c'est d'avoir au moins 3 copies de vos données. C'est-à-dire une sur votre média, c'est-à-dire votre serveur, par exemple, votre PC, peu importe. La deuxième, ça va être une sauvegarde qui sera sur un élément de votre réseau, par exemple. Et la dernière, une sauvegarde qui soit en mode extérieur ou déconnecté. Voilà. Ensuite, sur deux supports distincts. Eh bien, ces deux supports distincts, c'est justement, je dis souvent, pour moi, les deux supports, c'est un qui est connecté, l'autre qui n'est pas connecté. Voilà. Et la dernière, c'est hors site. Donc, sur ces deux supports, il y en a une qu'on met dans le nuage, quoi. Là, on est en train de finaliser pour compléter ce que disait Briac, les plus grands experts considèrent que même les plus grosses entités sont susceptibles de se faire attaquer un jour. Quand je parlais des Coca-Cola, vous imaginez qu'il y a des RSSI, des responsables du système de sécurité du système d'information, pardon. Bon, je vais mettre plein de S. Ont tous conscience qu'à un moment ou à un autre, ils peuvent se faire attaquer. Parce que c'est une clé USB qu'on trouve par terre, l'utilisateur va la faire. Bon, bref. Et ils se disent qu'en fait, il faut vraiment, et c'est pour ça que Briac insiste là-dessus, il faut vraiment privilégier cette stratégie de sauvegarde parce que c'est la seule issue de secours. Quand je parlais du CH Corbeil-Essonnes, vous vous rappelez tout à l'heure, je disais retour au papier-crayon. Le premier truc que fait le cyberattaquant, c'est crever la roue de secours, quoi. Il sait que la solution de repli, c'est on efface tout, on restaure les sauvegardes. Donc il va corrompre cette façon de sauvegarde, comme tu l'expliquais, sous deux méthodes différentes, pour empêcher la solution de repli. Et aujourd'hui, quand je parlais de Vim, nous, on travaille beaucoup avec Vim, même quasiment exclusivement, on peut dire avec Vim. Sur leur dernière version, la V12, on peut faire des tests à blanc qui permettent de restaurer une sauvegarde comme si vous en aviez besoin pour de vrai et de regarder si cette sauvegarde elle est infectée ou pas par un virus potentiellement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On la restaure dans un bac à sable, sandbox, pour faire ces tests-là. Il y a l'immuabilité. L'immuabilité, c'est ce que mettait en avant Briac dans la deuxième méthodologie, c'est de garantir que cette sauvegarde, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas changer comme de l'archivage, entre guillemets, quoi. Et le troisième point, là, c'est le commercial qui va parler un peu plus. Nous, on considère que le coût au téraoctet, pour vous inciter à aller dans le nuage, il est trop élevé aujourd'hui.
Je suis mal à l'aise quand on fait des chiffrages sur plusieurs téraoctets pour un client, de lui dire ça vous coûte tant par téra, donc c'est tant par mois, et ce qui parfois a pour incidence de vous inciter à ne pas le faire parce que c'est trop important. Moi, je prends l'engagement, et on est en train de finaliser les choses, à vous proposer un prix au téraoctet le plus agressif possible pour vous donner accès à ça. Et ça, vraiment, que vous le fassiez avec nous, que vous le fassiez avec n'importe qui, faites cette sauvegarde externalisée, c'est vraiment, comme tu disais, un NAS, souvent, hein, c'est un petit serveur de fichiers qui est en local. C'est bien, c'est pratique pour la rétention, pour la restauration rapide de données. Et celui qui est dans le nuage, vraiment, au cas où, quoi. Vous aviez déjà été sensibilisé là-dessus ou pas? Ouais. C'est vraiment, ça, s'il y a un truc à retenir sur ces 2 heures, hormis que Briac est le local de l'étape, le breton, le navigant, etc., c'est vraiment cette partie sauvegarde externalisée. Et il ne faut pas penser que serveur. Il ne faut pas vous arrêter qu'à vos serveurs que vous connaissez, que vous touchez. Il y a toute une infrastructure aussi, c'est vos messageries, importantes, parce que ça, c'est oublié souvent. Le OneDrive, le G-Drive, peu importe, hein. Tout ce qui est externalisé dans le cloud, c'est de la donnée. Et cette donnée-là, il faut bien vous dire que Microsoft comme Google ne vous donne qu'un accès à cette donnée-là et n'est pas responsable de sa restitution s'il leur arrivait un problème. Donc, il faut aussi la sauvegarder ailleurs. Ouais. Là, j'ai une question de la part de Monsieur Jiquel. Ah, mais c'est Monsieur Jiquel, c'est le client de Mélanie. Mélanie qui s'excuse parce qu'elle devait être présente aujourd'hui. Donc, tout comme Briac et Emric, commercial terrain aux côtés de Fanny. Et elle s'appelle Mélanie Jiquel et on a Monsieur Jiquel qui est client. Mais a priori, ils n'ont rien à voir. Moi, je ne veux pas non plus. Monsieur Jiquel nous dit on a un ERP dans le cloud, donc c'est ce qu'on appelle du mode SaaS, hein, et vous avez certainement ce type de solution, pas forcément de l'ERP, de la compta ou de la gestion de paye ou de choses comme ça. Est-ce que la sauvegarde est inclue? C'est une question qu'il faut voir en fait spécifiquement avec chacun des éditeurs. Qu'est-ce que eux proposent avec leur solution qui est en SaaS? Il y a deux approches. Ouais, je veux bien que tu complètes là-dessus, je suis un peu sec. Il y a 2 approches. Il y a la haute disponibilité et la sauvegarde. La haute disponibilité, c'est s'assurer que s'il y a un incendie, au VH, hein, vous en avez entendu parler, à Strasbourg, il y a Orange, il n'y a pas longtemps, qui a subi, enfin, tous peuvent subir ça, hein. Donc la haute disponibilité, c'est de garantir que la donnée, à un instant T, elle peut être répliquée, soit dans le même data center, soit sur un autre data center. C'est là où on va parler de plan de reprise d'activité ou de plan de continuité d'activité, PRA, PCA. Mais il y a aussi la sauvegarde des données. Parce que le fait de dupliquer les données, ça ne garantit pas qu'elles sont sauvegardées. Si j'efface d'un côté, j'effacerai de l'autre. Si je mets une connerie d'un côté, je mettrai la connerie de l'autre. Si je suis virusé d'un côté, je suis un tueur au Scrabble, moi j'invente les mots, je serai virusé de l'autre côté aussi. Donc la partie sauvegarde est effectivement... Et rétention. Et la rétention, combien je vais garder voilà. de copies, sur combien de temps, RPO, RTO. Ouais, c'est important aussi parce que si une attaque s'est produite Ouais. il y a 30 jours et que les éléments ne l'ont pas vu, ben peut-être c'est la seule chose à faire d'avoir un retour à plus de 30 jours. Ouais. Je vais faire passe-temps, là, le petit passe-temps. Ça tombe bien, regarde. Ouais, voilà. On va essayer d'accélérer, mais retenez, on vous parle de PCA, de haute dispo, de PRA, on vous parle de RTO, RPO. Tout ça, c'est des choses qui vous sont inconnues. Et évidemment, on montrera cette stratégie avec vous, on vous expliquera ce qu'il y a à prendre comme critère pour vous proposer la solution qui est adaptée à vos attentes et vos contraintes, quoi. Bon, là, on reprend le petit formulaire que je vous disais tout à l'heure qu'on peut vous remettre par rapport à ces différentes conformités. On vous l'enverra à la... J'aime bien cette photo-là. Comment réagir face à une cybercrise? On peut faire l'autruche. Tout à fait. Ou on peut... Ah, tu as dû appuyer sur la... Voilà. Donc, les ransomware, vous vous rendez compte, c'est quasiment une attaque sur 2, c'est un ransomware. Ransomware, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je mets un verrou sur vos données, ou je vous mets un virus,
et il faut payer pour avoir l'antivirus ou la clé du verrou, quoi. On a quasiment une attaque sur deux. Je vais directement sur les... Comment réagir derrière? Dis-nous, docteur Briac, qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Quand vous avez justement un ransomware, extinction totale des machines, les protocoles ont un peu changé. On dirait isolation. Ouais, avant, on arrachait le câble. Voilà. On va dire isolation parce qu'on a besoin d'avoir, justement, on va isoler les machines, les serveurs, peu importe. On va isoler les éléments pour garder au maximum ces traces. Et ensuite, on va identifier le ransomware, supprimer, récupérer les accès aux données si c'est possible. Ça, c'est bien important. Répondre aux questions. Faut-il payer la rançon? Alors, au niveau étatique, on dirait non, puisque on peut être associé à une entreprise criminelle en continuant à les alimenter financièrement. Protéger son système des futures attaques, on peut le protéger si on a pu identifier ce qui s'était passé et avoir toute cette notion de remédiation derrière. Si on ne sait pas, on va repartir. Il y a des gens qui, ça arrive, ils ont payé, ils ont accès à leurs données, super. Et un mois après, rebelote, il faut qu'ils repayent parce que c'est devenu des vaches à lait, simplement. Donc ça, c'est important. Et après, par rapport même à vos clients ou fournisseurs, c'est aussi un gage pour eux, parce qu'ils travaillent avec vous, et quelque part, si vous êtes le maillon faible, ils peuvent hésiter, justement, ces agences de notation sont là aussi, pour dire, attention, ce fournisseur ou ce client, c'est un maillon faible, et des gens comme, par exemple, Safran, il faut un certain niveau d'accréditation pour travailler avec eux. Autrement, si vous n'avez pas ce niveau-là, c'est même pas la peine. Vous dites, on choisira d'autres fournisseurs que lui. Donc ça, c'est aussi important. Question. Et là dans la remédiation, pour un ransomware, c'est des points, mais listés très rapidement. Il y a toute une cellule à avoir, des avancées. Là, ça enclenche des logs, on décrypte tout sur le système. Là, c'est vraiment que des grandes étapes. Et c'est simplifié. J'ai l'impression que ça se fait comme ça. Ouais, on a vraiment caricaturé, comme vous l'imaginez. Avoir vu chose chez des sociétés à être appelées en pompiers, parce que le label cyber, on a aussi une cellule, c'est-à-dire que les gens peuvent lever la main, dire en fait, je suis embêté, et c'est envoyé à plusieurs sociétés qui ont ce label cyber, et on prend ou on ne prend pas le lead. Ça m'est déjà arrivé de répondre, et il n'y a pas plus de 5 sociétés qui sont sélectionnées pour répondre. D'accord. Et on se doit de répondre et de proposer un plan. Voilà. Donc, je vais regarder, il n'y a pas spécialement. Il y a une petite question Vas-y. de Monsieur Jiquel qui dit si on a un ERP qui est dans le cloud, la sauvegarde et Ouais, j'ai abordé tout à l'heure. Ah. Je sais pas d'ailleurs. Nous, on fait du business central de Microsoft et du X3 de Sage. Tu sais, toi, si Vous regardez ces contrats. Ouais, c'est ça. C'est au niveau contrat, en fait, une option qui est dans le contrat. C'est la notion de sauvegarde, la rétention qu'on a, les nombres de sauvegardes qu'on a, si c'est toutes les heures, si c'est toutes les 6 heures, et surtout, comment dire, la réversibilité des informations. Ouais, ce qu'on disait. Quand on est dans le cloud, et tout ça, réversibilité aussi. Ouais. C'est-à-dire que si un jour on veut quitter le cloud, ça peut arriver. Quels sont les protocoles? Ah oui, je vois ce que tu... Pardon. Avez-vous d'autres questions? Dites-nous, il n'y a pas de mauvaises questions.
Non? Ils sont affamés ici. Je pense que vous avez mangé à distance. En tout cas, je vous remercie à nouveau pour nous. On va échanger tranquillement entre nous, là, la bouche pleine et le gosier un peu plus rempli. Merci à distance. On sait que c'est Merci un bien. exercice qui est pas facile. On a essayé à travers ces plateaux repas d'optimiser votre temps sans empiéter sur vos journées. On prend l'engagement de vous envoyer les présentations, Ça marche. hein, Morgane. Et puis on est à votre disposition pour répondre et rentrer dans les détails de tout ce que vous pouvez avoir comme questions et interrogations. À très bientôt à distance. Ah ouais, c'est bon.